Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, on va parler de comment faire des photos d'aurore boréale. Comme vous le savez sûrement si vous nous suivez depuis quelques temps sur cette chaîne, mais aussi et surtout si vous nous suivez sur notre chaîne secondaire dédiée au voyage et à tout ça, on est des grands fans des pays nordiques pour de multiples raisons qu'on ne citera pas toutes ici parce qu'elles sont beaucoup trop nombreuses, mais entre autres parce qu'on peut y voir les aurores boréales. Bon, on est malheureusement plus en Laponie au moment de ce tournage, mais on essaye de vous faire profiter un petit peu de la chaîne de montagne que vous verrez peut-être par intermittence derrière moi. Pour les curieux et les curieuses, c'est les Pyrénées. Dans cette vidéo, on va voir 10 points un petit peu en vrac où je vais vous donner tous mes conseils pour faire des photos d'aurore boréale. Mais avant de commencer, qu'est-ce qu'une aurore boréale? Alors je vais pas entrer dans les détails scientifiques dans cette vidéo, sinon elle sera beaucoup trop longue, même si je pense qu'elle sera trop longue quoi qu'il arrive. Donc les aurores boréales, c'est un phénomène tout à fait naturel qu'on observe majoritairement au niveau des pôles, et c'est un phénomène qui est causé et complètement en lien avec les éruptions solaires. Quand le soleil entre en éruption, il balance des particules solaires un peu partout, et quand elles arrivent à proximité de la Terre, elles sont attirées par la magnétosphère, et globalement c'est ça qui fait qu'elles sont attirées au niveau du pôle magnétique nord et sud. Et ensuite c'est l'interaction avec les différentes couches de l'atmosphère qui vont provoquer comme ça des phénomènes colorés de différentes couleurs et de différentes formes. Je n'entre pas plus dans les détails dans cette vidéo, mais c'était juste pour faire un mini récap et vous rappeler que c'est donc des phénomènes qu'on aura beaucoup plus de chances de voir par exemple en Europe en allant dans les pays comme le nord de la Suède, le nord de la Norvège, le nord de la Finlande, mais aussi en Islande. Et après, en fonction de l'intensité des éruptions solaires, vous aurez peut-être la chance d'en voir un peu plus bas. Bien évidemment, les scientifiques arrivent à faire un peu des prévisions par rapport aux éruptions solaires et tout ça, mais pour pouvoir en voir, il faut quand même avoir de la chance, même si bien évidemment, on va en reparler un peu plus loin dans cette vidéo, vous pouvez maximiser les chances en allant au bon endroit et au bon moment. Et ça va être une parfaite introduction pour mon point numéro 1 de cette vidéo, mais juste avant, je dois encore faire un disclaimer, mais qui est très important, c'est que dans cette vidéo, je vais donner mes conseils, y compris les conseils de matériel, de réglage et tout ça, mais ça reste pas du tout une science exacte. C'est un petit peu comme pour l'astrophoto, si jamais vous avez vu ma vidéo à ce sujet, je pourrais remettre le lien en barre de description. Ça va dépendre énormément des conditions le jour J pour vos photos, de l'intensité de la lumière ce jour-là et de l'intensité de l'aurore boréale aussi. Ça pourra tout faire changer dans vos réglages et pour le rendu de vos photos aussi. Donc voilà, vous attendez pas à une recette miracle. Dans cette vidéo, ce sera juste des conseils, des petites astuces et des retours d'expérience. Mais après, il faudra tâtonner et essayer différentes choses en fonction de votre matériel et de la situation que vous aurez en face de vous. Donc sans plus tarder, on entre dans le point numéro 1. Donc le conseil numéro 1, comme je l'ai un peu dit en introduction, ce sera d'essayer d'être au bon endroit, au bon moment. Donc bien évidemment, il y aura une part de chance et de hasard dans tout ça. Et nous les premiers, on est allés en Laponie une première fois sans avoir la chance de voir des aurores boréales. Il a donc fallu qu'on y aille plusieurs fois et plus longtemps aussi pour pouvoir avoir la chance d'en voir. Mais il y a quand même des petites astuces pour ça. Donc l'idéal, c'est d'aller le plus haut possible, tout simplement. Si vous allez en Suède en hiver, vous attendez pas à voir des aurores boréales forcément au sud de la Suède, même si ça arrive quand vraiment les éruptions sont très fortes, mais tout simplement plus vous allez vers le nord, plus vous allez avoir des chances d'en voir. Comme pour l'astrophotographie, comme ça reste un phénomène lumineux dans le ciel, plus vous allez vous éloigner des villes et des grandes métropoles, plus vous allez aussi avoir des chances d'en voir, surtout si elles sont assez faibles. Il vous faudra des bonnes conditions, une nuit bien noire et surtout un ciel très dégagé, donc il faudra aussi avoir de la chance avec la météo, parce que forcément s'il y a une couche nuageuse, vous aurez beau avoir les plus belles aurores boréales au-dessus des nuages, vous les verrez pas tout simplement. Après, si les aurores sont extrêmement puissantes, malgré une pleine lune et des lumières de la ville, vous pourrez les voir quand même, mais comme vous le voyez, ça dépendra vraiment de l'intensité aussi du phénomène et donc autant maximiser ses chances. Donc en général aussi, au niveau de la période, il faudra y aller plutôt en automne et en hiver. Donc généralement, on conseille entre septembre jusqu'à mars pour la pleine saison des aurores boréales. Après, j'ai déjà vu sur Instagram des collègues Van Lifer qui en ont vu déjà dès le mois d'août, donc ils ont eu beaucoup de chance, je pense. Mais si vous voulez vraiment maximiser vos chances, c'est vraiment au cœur de l'hiver qu'elles seront le plus puissantes. Et une fois que vous êtes au bon endroit, au bon moment et avec la bonne météo, il faudra aussi choisir ses horaires. D'après les statistiques, elles sont le plus souvent visibles entre 23h et 2h du matin. Mais après, encore une fois, vous pourrez avoir la chance d'en voir dès 18h, par exemple, comme nous dans les Lofoten, si jamais toutes les conditions sont réunies. Bon alors l'image est dégueulasse, mais on est sur la route. Ouais, il est 19h30 à peine. Et le ciel, il est déjà genre illuminé de partout. Elle part de là, et elle va là-bas, et elle fait vraiment tout le tour, quoi. Ah, Chris vient de trouver un endroit où s'arrêter.
Donc comme vous le voyez, il y a une partie de ces facteurs-là que vous pouvez contrôler et essayer de maximiser pour avoir le plus de chances possible, mais ça reste bien évidemment, encore une fois, une histoire de chance, et malgré toutes les prévisions du monde, vous n'êtes pas sûr à 100% d'en voir si vous y allez. Donc évitez d'y aller que pour les aurores boréales, sinon vous avez un risque d'être déçu, mais quoi qu'il arrive, vous aurez des photos à faire là-bas, rassurez-vous. Mon point numéro 2, il est complètement à la suite de mon point numéro 1. Donc pour vous aider dans tout ça, vous avez différentes applications sur téléphone, soit gratuites, soit payantes. Nous, on n'a utilisé que des applications gratuites jusque-là, on va mettre les noms ici, et ça nous a tout à fait convenu. Globalement, c'est des applications qui vont vous donner un peu un peu comme la météo, mais version aurore boréale. Donc ça va vous dire si vous avez plus ou moins de chance en fonction de l'activité solaire de voir des aurores boréales ou pas, et en fonction de votre lieu et en fonction de la météo aussi. Donc plus vous avez un indice capé, donc qui est représentatif de l'activité solaire, on va pas entrer dans les détails encore ici, plus vous avez un indice capé qui sera élevé, plus vous aurez de chances de voir des aurores boréales. Donc ces applications peuvent aussi vous donner des alertes sur votre téléphone pour vous dire hey, en ce moment, vous avez de grandes chances là où vous êtes de voir des aurores boréales après 23h. Donc nous, on s'est beaucoup servi de ça. Souvent, on restait dans le fourgon bien au chaud à regarder des séries jusqu'à ce qu'on ait une petite alerte sur notre téléphone et on checkait par le lanterneau pour voir s'il y avait des aurores boréales au-dessus de notre tête ou pas. Et il faut vraiment persévérer et essayer et tester et surtout sortir dehors. Parce qu'il y a plein de soirées où il y avait rien pendant des heures et puis d'un coup on sortait la tête et là, oh bah tiens, il y a des aurores boréales alors que 15 minutes avant il y avait vraiment rien dans le ciel. 15 minutes après le ciel était illuminé de vert et c'était magnifique. Ça dépend de la chance, mais il faut aussi pousser sa chance et ne pas avoir peur de se mettre au froid et d'attendre pendant de longues heures pour voir des aurores boréales. Je sais aussi que selon si jamais vous êtes logé en hôtel, en camping ou quoi, selon les hôtels, ils peuvent aussi vous proposer un système d'alerte d'aurore boréale. Il y a quelqu'un qui surveille et dès qu'il y a des aurores boréales qui sont visibles, ils viennent vous réveiller et puis bah voilà, ils vous disent quand il y en a. Mais bon, nous en fourgon aménagé, on doit faire ça nous-mêmes, donc voilà. Après, c'est un peu aussi ce qui fait le charme et la magie de ce genre de phénomène, c'est que comme on sait jamais à quoi s'attendre, et ben on a toujours un peu la dopamine qui est là dès qu'on en voit et c'est vraiment quelque chose de chouette. Point numéro 3, ça va recouper encore une fois avec la vidéo sur l'astrophotographie, mais les aurores boréales, ce sera beau quoi qu'il arrive sur votre photo, si jamais vous arrivez bien à les capturer et à en voir, mais ce sera encore mieux, ou en tout cas ça peut différencier votre photo de celle de quelqu'un d'autre si vous choisissez bien aussi votre décor autour de l'aurore boréale. Notamment, choisissez un endroit près d'un lac, près d'une montagne, près d'une forêt, utilisez un premier plan, par exemple un humain en premier plan qui sera en ombre chinoise avec les aurores boréales derrière. Bref, ça c'est vraiment en fonction de votre créativité, mais si jamais vous repérez les lieux en avance et que vous trouvez un endroit super joli, ça peut être un petit plus pour votre photo. Après, si vous repérez les lieux et que l'aurore boréale apparaît de l'autre côté par rapport au lieu que vous avez repéré, ça va pas forcément trop vous aider, mais malgré tout, essayez de penser aussi au contexte et au décor autour de votre aurore, ça peut faire la différence. Alors j'aurai d'autres points pratiques à ajouter par la suite, mais je vais aller maintenant directement au 4e point qui est celui que vous attendez peut-être, qui concerne le matériel. Alors le matériel c'est utile, mais ça ne fait pas tout dans votre photo. Et notamment pour faire des photos d'aurore boréale, comme vous le voyez ici, je vais mettre des exemples, j'en ai fait au smartphone tout simplement. Si jamais vous avez la chance d'en avoir des assez intenses, vous pourrez faire des photos d'aurore boréale avec n'importe quel matériel. Par contre, là où ça va se corser un petit peu, c'est si vous avez des conditions qui sont un petit peu moins optimales, des aurores boréales beaucoup plus faibles. Là, forcément, plus vous allez avoir un bon appareil photo et un bon objectif surtout, plus vous allez avoir des chances d'en tirer quelque chose en photo. Donc je vais pas entrer dans le détail des marques de boîtiers parce qu'il y a des très bons boîtiers haut de gamme dans toutes les marques. Faites en fonction de votre budget, de vos goûts et de vos préférences. Mais par contre, ce que je peux conseiller quand même peut-être, c'est, encore une fois, comme pour l'astrophotographie, il y a quand même pas mal de points qui se recoupent, c'est d'utiliser un objectif relativement grand angle dans la mesure du possible. Comme ça, vous pourrez capturer l'aurore entière si jamais elle s'étale plus le paysage en dessous de l'aurore boréale. Ça pourra donner un gros plus à vos photos. Choisissez aussi un objectif idéalement lumineux, donc avec une grande ouverture, par exemple un objectif qui ouvre à 1,4, ce sera plus facile pour faire des photos nocturnes. Mais ça, encore une fois, je vous renvoie à la vidéo sur l'astrophotographie, c'est vraiment la même chose et les mêmes conseils. Mais forcément, un très bon boîtier et un objectif très lumineux, ça peut coûter très vite très cher. Donc rassurez-vous, si vous n'avez pas ça, vous allez quand même pouvoir faire des photos d'aurore boréale. Je pense que le plus important, et notamment encore plus si votre boîtier il est pas optimal, mais même si votre boîtier et votre objectif sont top, il vous en faudra un quand même, c'est un trépied. Parce que comme pour l'astrophotographie, vous allez parfois, pour compenser le manque de luminosité, devoir faire des pauses longues pour vos photos, donc avec une vitesse plus lente. Si vous savez pas du tout de quoi je parle,
Revenez aux bases de la photo, donc notamment avec notre série sur le triangle d'exposition où tout ça sera expliqué beaucoup plus en détail. Mais pour des poses lentes en photo, ce sera donc forcément idéal d'avoir un trépied. C'est quelque chose aussi qui peut se faire au smartphone. Beaucoup de téléphones aujourd'hui proposent aussi des modes spéciaux de nuit ou des modes pose longue et pose lente. C'est d'ailleurs avec ça que j'ai fait des petits reels d'aurore boréale et tout ça dernièrement. Je l'ai fait à main levée et c'était vraiment pas le top. Je vous conseille, même si vous êtes au smartphone, d'avoir un petit trépied pour smartphone. Ça permettra d'avoir une meilleure qualité d'image à la fin. Aujourd'hui, les téléphones ont des très bons modes photo et en plus proposent avec plus ou moins une IA une sorte de retouche photo derrière qui permettent d'avoir des très belles photos sans avoir à faire grand chose si vous avez la chance, encore une fois, de voir des belles aurores boréales. Mais ne négligez pas le trépied parce que ça pourra quand même faire vraiment la différence et vous simplifier surtout la tâche. Ce trépied et cette stabilisation, j'insiste vraiment dessus parce qu'en plus du manque de lumière qui va vous forcer à mettre une vitesse de pose plus lente, il faudra compenser vos tremblements, surtout dans le froid en Laponie en hiver. Et en plus, les aurores boréales elles-mêmes vont bouger. Donc vraiment, la stabilisation, c'est un peu genre le nerf de la guerre dans tout ça. Et en plus de ça, j'insisterai sur le fait que, notamment si vous allez en Norvège, il y a beaucoup de vent. Du coup, je vous conseille aussi de prendre un trépied, oui, mais en plus un trépied qui est solide idéalement. Surtout si vous avez un boîtier ou un objectif assez lourd à poser dessus. Nous, vraiment, en Norvège, on avait juste un petit trépied de voyage qui nous convient très bien la plupart du temps. Mais là, avec le vent et tout, enfin, c'était la cata, ça bougeait quand même pas mal et je pense qu'on a eu pas mal de photos gâchées à cause de ça. Donc ne négligez vraiment pas ce point-là. D'autant plus que, comme vient d'ajouter Chris qui est juste derrière la caméra, on avait un trépied pour deux. Donc que ce soit pour la photo et la vidéo, ça aurait été bien d'avoir un trépied chacun tout simplement, mais bon. Comme on dit, les cordonniers les plus mal chaussés, on a beau donner des conseils, on n'applique pas toujours nos propres conseils. Encore un petit conseil pour la partie technique matérielle qui recoupe encore une fois avec l'astrophotographie. Si jamais vous le pouvez, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez shooter avec une télécommande à distance. Ça évitera le petit tremblement du déclenchement ou alors mettez le retardateur. Vous pouvez aussi utiliser pour ça, donc soit une petite télécommande compatible avec votre boîtier, soit une application. Des fois, il y a des applications pour pouvoir déclencher directement depuis votre téléphone. Et enfin, en hiver, dans le froid, comme beaucoup de gens le savent sûrement déjà, les batteries s'épuisent beaucoup plus vite. Donc pensez à avoir toujours plusieurs cartes mémoire, plusieurs batteries sur vous, être toujours au top et paré à shooter, même les soirs où vous n'êtes pas sûr de voir des aurores boréales, parce que ce serait vraiment dommage de tomber sur votre plus belle nuit d'aurore boréale et d'être à court de cartes mémoire ou de batterie à ce moment-là. Alors point numéro 5, on va rester sur du matériel, mais cette fois un petit peu moins photo, mais quand même qui pourra énormément vous aider. Et à commencer par le plus important, bien vous équiper, vous. Parce qu'encore une fois, je le répéterai jamais assez, même si vous vous en doutez, en Laponie, en hiver, ça caille sévère. Et donc ne négligez pas votre équipement. Parce que si vous passez 3 heures en randonnée en espérant voir des aurores boréales, vous allez très vite avoir froid. Vous allez sûrement aussi rester pendant des heures à contempler le spectacle, si vous avez la chance que ça dure des heures. Mais même si ça dure ne serait-ce qu'une demi-heure, je vous assure, à -24, vous allez très vite congeler. Surtout si vous restez assez statique pour faire vos photos derrière votre trépied et tout ça. Donc vraiment, ce qui gèle le plus vite, c'est le nez, les mains, les pieds, enfin couvrez bien vos extrémités, un bon bonnet, une bonne écharpe, une grosse doudoune, des gants, des après-ski, bref, la totale, les sous-vêtements thermiques éventuellement et tout ça, donc pensez à bien vous équiper. Et petite astuce bonus, je conseillerais des chaufferettes. Parce que moi par exemple, dès que je faisais mes photos, j'enlevais mes gants pour pouvoir être plus à l'aise pour régler mon boîtier. Je sais que ça existe des gants spéciaux qui sont tactiles et tout, mais bon moi j'en ai pas. Donc à chaque fois, je me réchauffais les mains avec des chaufferettes dans les moufles et vraiment ça permettait d'avoir un bien meilleur confort et une bien meilleure expérience au-delà même des photos. Donc ne négligez pas de bien vous équiper. En plus de ça, je vous déconseille de vous balader de nuit avec une grosse lumière jaune ou blanche classique parce que vous allez vous déjà avoir les yeux moins habitués à la pénombre et donc potentiellement moins voir les aurores boréales si vous avez la chance d'en avoir. Et en plus, vous risquez d'aveugler et ou d'embêter les autres personnes qui seront peut-être aussi en balade en train de faire des photos à ce moment-là. Donc si jamais la nuit vous le permet, tout simplement habituez vos yeux et baladez-vous sans lumière, avec le reflet de la neige et tout. Franchement, il y a plein de nuits où ça suffit largement. Et sinon, si vous avez vraiment besoin de lumière, baladez-vous avec une lampe, que ce soit une frontale, une lampe torche ou quoi que ce soit, mais qui vous permette d'avoir un éclairage rouge qui sera beaucoup moins agressif. Petit bonus aussi, si vous pouvez vous préparer une petite thermos de thé et café. En général, ça réchauffe bien les mains, ça réchauffe le corps et le cœur, et pendant de longues heures d'attente d'aurore boréale, encore une fois, c'est le petit plus qui peut faire la différence dans votre expérience. Et si j'insiste vraiment sur ce point, c'est parce que j'en ai fait les frais moi-même. Tant que j'étais en train de shooter les aurores boréales, je me rendais pas compte, mais en fait, à la fin du shooting, en rentrant au fourgon, j'étais congelée de partout et je mettais parfois plus d'une demi-heure, voire plus, à me réchauffer en rentrant. On sait comment on est des fois, nous les photographes, quand on est passionné dans notre truc, le monde n'existe plus et parfois notre
notre corps non plus, on le néglige un peu trop. Donc voilà, ne faites pas ça. Prenez soin de vous aussi, c'est important et encore plus que faire des belles photos. Où es-tu mon chéri? On te voit pas. Caché. J'ai froid. On vient de rentrer au fourgon et Chris a les pieds congelés, du coup il essaye de se réchauffer. Alors, point numéro 6 que vous attendez sûrement aussi avec beaucoup d'impatience. Après le matériel, on va parler des réglages. Je vais sortir quelques banalités pour commencer, mais coupez le flash interne de votre boîtier ou de votre téléphone, bien évidemment, ça ne servira à rien dans ces conditions-là. Passez en mode RAW si jamais vous le pouvez. Vous aurez plus de marge comme ça ensuite sur le post-traitement pour récupérer par exemple le bruit, l'intensité, la balance des blancs et tout de votre photo. Donc sachant que, encore une fois, certains téléphones proposent cette option, donc n'hésitez pas. Et ensuite, idéalement, passez en mode manuel, comme ça vous aurez plus de marge sur vos réglages, vous aurez plus le contrôle de la situation et vous pourrez essayer plein de trucs différents pour vous adapter à chaque soirée parce que chaque nuit est unique avec les aurores boréales. Adapté en fonction au cas par cas à vous, à votre niveau de technique photo aussi et à vos préférences. Moi sur téléphone, je suis en mode nuit et sur mon boîtier, je suis en mode manuel. Comme je l'ai dit en disclaimer, en intro de cette vidéo, les réglages, ça va vraiment énormément dépendre de la situation le jour J. Si l'aurore boréale est faible, il faudra pousser beaucoup plus intensément les réglages que si l'aurore boréale explose au-dessus de votre tête et que vous en prenez plein la vue, forcément. Tout ça dépendra donc grandement des conditions et aussi de votre matériel. Il faudra potentiellement monter un peu en ISO si jamais l'environnement est sombre pour pouvoir voir quelque chose, mais selon les boîtiers, si vous montez trop dans les ISO, vous allez avoir une qualité, du grain, du bruit sur votre photo et une qualité bien moindre, donc il faudra toujours doser en fonction de ça, et ça, il n'y a que vous qui pouvez connaître votre matériel par rapport à tout ça. Après, il y a pas mal de choses qui peuvent se récupérer aussi à la retouche, notamment le bruit dans les images. Les IA sont de plus en plus performantes là-dessus, donc ne paniquez pas trop, mais faites quand même attention à ça. Ensuite, en ce qui concerne l'ouverture, encore une fois, comme pour l'astrophotographie, je vais vous conseiller d'être ouvert le plus grand possible, parce que, encore une fois, selon vos boîtiers, ce sera peut-être la seule chose qui vous permettra de récupérer assez de lumière pour pouvoir voir quelque chose, sans trop monter en ISO, justement, comme on l'a dit juste avant. Et ensuite, le troisième paramètre, qui sera donc la vitesse. Vous allez sûrement devoir mettre des vitesses assez lentes, d'où l'importance du trépied et tout, pour pouvoir encore une fois faire entrer assez de lumière dans votre boîtier sans devoir trop bourriner les ISO. Mais faites très attention à ça quand même, parce que les aurores boréales, selon l'activité solaire, soit elles seront très lentes et la question se posera pas trop, soit elles seront très rapides et si vous mettez une vitesse trop lente, ce sera pas joli tout simplement. Et pour illustrer tout ça, je pense que des exemples valent mieux que 1000 discours. Je vais vous mettre des exemples de photos d'aurores boréales ici avec à chaque fois les réglages que j'avais à ce moment-là. Et comme vous le voyez, c'est des choses qui peuvent changer pas mal. Parfois, au sein de la même soirée, l'intensité des aurores boréales change énormément et donc il faudra toujours tâtonner, essayer plein de choses différentes. Et vraiment, il n'y a pas de recette miracle de ce côté-là. Et c'est pour ça aussi que je parlais du point avant sur bien vous équiper et bien chaudement. Ça vous permettra de rester pendant plusieurs heures, de faire plein de réglages différents et plein d'essais différents. Et ensuite, de pas rentrer chez vous en étant déçu, en vous disant mince, j'aurais dû essayer à telle vitesse et j'ai pas eu le temps de le faire, ou j'ai eu trop froid et je suis rentrée et je l'ai pas essayé. Concernant la mise au point, ce sera comme pour l'astrophotographie. Essayez de faire la mise au point sur un objet qui sera le plus loin possible. Donc par exemple la lune ou une étoile un peu lumineuse. Ou alors en fonction, si jamais vous voulez insérer un paysage comme une petite maisonnette ou une personne devant les aurores boréales, vous pouvez brièvement éclairer avec une lampe torche par exemple le modèle que vous voulez photographier, ça aidera pour la mise au point de votre boîtier, et ensuite couper la lumière, déclencher la photo. Ah oui, sachant que je dis ça, mais du coup passer en mise au point manuelle si jamais vous faites ça bien évidemment. Pour la balance des blancs, vous pouvez la régler directement sur votre boîtier selon vos goûts, si vous shootez en JPEG notamment, mais sinon si vous shootez en RAW, ce sera quelque chose que vous pourrez gérer au post-traitement par la suite, tranquillement au chaud derrière votre ordinateur. Et en conclusion de ce point, je le répète, mais vraiment il n'y a pas de recette miracle, parce que d'une soirée à l'autre, l'intensité des aurores boréales et donc la luminosité ambiante que vous aurez pour votre photo sera extrêmement différente et vous poussera à faire des choses complètement différentes dans vos réglages. Il y a aussi des soirs où les aurores vont bouger très lentement, des fois où elles vont bouger très vite, et donc bien évidemment il faudra ajuster la vitesse à ce moment-là. Donc voilà, je vous ai donné quelques tips et surtout quelques exemples de photos parce que je trouve que c'est plus parlant, mais encore une fois, bonne chance à vous, il faudra essayer beaucoup de choses et donc bravez le froid pour ça. J'enchaîne avec le point numéro 7 qui est complètement en lien avec ce que je viens de dire. Les aurores boréales vont énormément fluctuer d'une fois à l'autre. Si elles sont très puissantes, vous aurez la chance d'observer
phénomène incroyable au-dessus de vos têtes, tout autour de vous, partout, ce sera juste magnifique. Et clairement, bien que certains disent le contraire, genre non, si elles sont puissantes les aurores boréales, vous en prendrez plein la vue à l'œil nu, vous n'aurez pas besoin de votre appareil photo pour les voir. Ça arrive en effet, mais que quand les aurores boréales sont très très faibles. Et dans ces moments-là, bon, c'est un petit peu dommage parce que forcément votre expérience elle sera moins grandiose que quand ça pète partout autour de vous, mais ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas quand même prendre plaisir à faire quelques photos. Si jamais vous voyez un espèce de nuage un peu à l'horizon alors que le ciel paraît assez dégagé et que ce nuage vous semble un peu louche, n'hésitez surtout pas à sortir votre boîtier en mode manuel, à bourriner l'ouverture, les ISO et tout pour avoir le plus de lumière possible dans votre boîtier. Vous en fichez un peu des réglages, c'est vraiment juste pour le test, et prenez ce fameux nuage en photo. Et peut-être que vous, à l'œil nu, vous le verrez un peu gris au loin, mais peut-être que ça ressortira vert à ce moment-là sur votre boîtier. Et en effet, nous, ça nous est arrivé plein de fois de se dire « Ah bah ce soir, il n'y a pas l'air d'avoir d'aurore boréale ». On a quand même fait quelques photos un peu comme ça à l'horizon, dans le doute. Et en effet, certains nuages restaient gris, c'était bien des nuages, et certains nuages étaient verts, donc c'était en effet des aurores boréales. Et donc forcément, c'est moins waouh comme expérience, mais ça nous a quand même permis de faire quelques petites photos et puis de se dire on n'est pas rentré bredouille ce soir. Et là, il y a Chris qui ajoute en effet une anecdote super intéressante. La nuit où on a vu nos plus belles aurores boréales de toute notre vie, ça a commencé comme ça, on est sorti, on a vu vite fait une traînée. En fait, à la longue aussi, il n'y a pas de miracle, hein. Plus vous allez vous habituer à voir des nuages gris qui ressemblent à des aurores boréales, plus vous allez savoir si c'en est ou si c'en est pas. Donc on a commencé à shooter, et en photo, c'était quand même un petit peu sympa, enfin voilà, surtout en ajoutant un peu, en bourrinant la retouche derrière, on arrivait à faire ressortir des aurores boréales, donc on était content. Et en fait, à force de shooter à ce moment-là, plus ça allait, plus elle gagnait en intensité, et à la fin, ça a complètement fini en apothéose, on s'en est pris plein la vue, et c'était vraiment la plus belle nuit du monde. Mais bref, donc ça peut en effet des fois valoir le coup quand même de photographier les nuages, parce que peut-être ce sera juste des toutes petites aurores boréales timides au début de soirée, et peut-être que à force de persévérance, à force de les surveiller de loin comme ça, vous allez avoir la chance d'avoir un très beau spectacle. Sachant en plus que cette nuit-là, on avait quasi la pleine lune et les lumières de la ville, et vraiment, malgré ça, c'était incroyable. Alors, j'ose même pas imaginer les gens ce soir-là qui étaient dans un endroit un peu plus isolé que nous. Ça devait être... Et typiquement, un exemple maintenant de la vidéo. On a pris un peu de l'avance sur le point que je voulais en point numéro 8, soyez patient. La patience, c'est vraiment la clé pour pouvoir voir des aurores boréales et du coup aussi pour les photographier. C'est vraiment quelque chose qui peut être super aléatoire et d'une minute à l'autre, vous allez avoir des conditions qui vont changer du tout au tout parfois. Donc soyez persévérants, soyez patients. Et patient aussi sur le long terme, parce que peut-être qu'à votre premier séjour en Laponie, vous n'aurez pas la chance d'en voir, mais peut-être qu'au second, vous aurez quelque chose d'incroyable au-dessus de vos têtes. Ne restez pas sur une déception potentielle par rapport à tout ça, parce que vraiment, vraiment, ça vaut le coup. Et ça vaut aussi pour, comme je le disais, si vous avez eu la chance de voir des aurores boréales, mais assez faibles, n'hésitez surtout pas à tenter votre chance une deuxième fois, parce que ça arrive qu'elles soient vraiment beaucoup plus puissantes, et là, vraiment, c'est incroyable. Et si j'insiste autant là-dessus, c'est parce que y a eu plusieurs personnes qui m'avaient dit avant que les aurores boréales c'était surtout une histoire de oui les appareils photo, les retouches et tout, mais en vrai c'est un peu surcoté, c'est pas si ouf et tout ça. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup entendu avant d'en voir, ce qui fait que du coup j'ai fini un peu par y croire, parce que moi aussi les premières aurores boréales que j'ai vues, j'étais déjà trop contente et tout, mais en effet c'était vite fait vert dans le ciel et ça sortait bien surtout en photo. Mais en fait, un jour on en a vu des tellement incroyables à l'œil nu que non, je suis désolée, c'est faux que c'est surcoté les aurores boréales, c'est vraiment magnifique. C'est juste qu'elles sont pas toujours aussi ouf et qu'il faut pousser un peu sa chance des fois si on veut avoir la chance d'en voir des aussi incroyables. Alors bien évidemment, après je dis ça, je suis bien consciente que ça reste une histoire de chance pour les privilégiés, bien évidemment, parce que tout le monde ne peut pas forcément s'offrir la chance de pouvoir aller 150 fois en Laponie. Mais si vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous pouvez vous le permettre, vraiment n'hésitez surtout pas parce que c'est trop bien. Et petite parenthèse d'ailleurs que je glisse ici, sachez qu'on peut aller jusqu'en Laponie en train si jamais, donc à moindre coût, et que ce soit pour la planète ou financier, sachez que ça reste une option qui existe et que je pense que ça peut être très chouette. Alors avant-dernier point, mais pas des moindres, je l'ai déjà un peu dit à plusieurs reprises dans cette vidéo, mais vraiment je veux dédier un point complet à ça parce que je pense que c'est super important, d'autant plus que je pense que c'est ce qui m'a manqué la première fois qu'on a vu des aurores boréales en 2018. Entraînez-vous avant de partir. Alors bien sûr, vous n'allez pas pouvoir vous entraîner forcément dans votre jardin à faire des photos
d'aurore boréale à proprement parler, mais la pratique sera quand même la clé. Plus vous allez connaître, que ce soit votre téléphone ou votre appareil photo avant de partir, plus vous allez gagner du temps sur place une fois que vous serez face au spectacle. Vous aurez vachement mieux votre matériel en main, maîtrisez votre boîtier le mieux possible et entraînez-vous avant de partir, notamment en faisant des photos d'astrophotographie. C'est pas tout à fait la même chose, mais si vous savez faire de très belles photos d'étoiles, vous aurez, je pense, quand même plus de chances de réussir à faire des belles photos d'aurore boréale le jour où vous vous retrouverez devant. Et donc pour ça, je ne peux que vous recommander éventuellement notre série sur le triangle d'exposition pour que vous compreniez bien et maîtrisiez bien les paramètres de vitesse, d'ouverture et d'ISO de votre boîtier, les bases du mode manuel. C'est quelque chose qui pourra grandement vous aider, et même si c'est pas sur notre chaîne que vous allez voir des tutos là-dessus, je ne serai pas du tout vexée. L'essentiel, c'est que vous preniez du plaisir à shooter, et je pense que c'est aussi important pour ça. En maîtrisant bien son boîtier, on se casse moins la tête sur les réglages, et donc on prend aussi forcément beaucoup plus de plaisir à shooter le moment venu. Et enfin, le 10e point de cette vidéo, roulement de tambour, mon dernier conseil est de nous emmener avec vous. On sera ravis de vous faire du coaching personnalisé sur place en direct face aux aurores boréales. Là, Chris qui ricane, tu t'attendais pas à ce 10e point? Non. C'est le meilleur quand même pourtant. Donc bien évidemment c'est du troll, même si on sait jamais si vous êtes en Laponie en même temps que nous un jour, parce qu'on compte bien y retourner vu que c'est vraiment notre région de cœur de tous les temps. On serait ravis de vous aider sur place, bien sûr, mais quand même sans ça, 2 petits points, donc un petit point promo personnel et un deuxième petit point qui viendra après. Alors comme vous le savez peut-être déjà ou pas, on propose depuis quelques années du coaching en visioconférence, en one-to-one avec nos abonnés qui le souhaitent, pour pouvoir répondre à toutes vos questions et donner beaucoup plus en détail tous nos meilleurs conseils pour faire vos photos, que ce soit d'aurore boréale ou pas d'ailleurs. Et on peut aussi alterner la théorie avec la pratique. Donc par exemple en étant en live avec vous en shooting à travers votre téléphone ou votre ordinateur, mais aussi en faisant des retouches en partage d'écran par exemple, ou ce genre de choses. Voilà, fin de la parenthèse, on va pas faire notre pub plus longtemps, mais sachez que c'est un service qu'on propose, n'hésitez pas à aller voir sur notre site pour plus d'infos. Et le deuxième point, eh bien je vais faire la promotion de nos collègues. En effet, il y a des photographes et des guides en Laponie qui organisent des tours spéciaux justement pour faire des photos d'aurore boréale. Ils sauront vous amener dans les coins les plus reculés, les plus idéaux pour voir des aurores boréales. Eux, ils auront vachement l'œil justement et ils sauront repérer tous les nuages louches autour de vous pour vous dire ok, ça c'est une aurore boréale, va shooter par là, tu verras, t'auras une belle surprise. Il y a des tours organisés comme ça où vous partez à plusieurs photographes et vous avez directement tout un accompagnement sur place. Donc je vais pas citer des noms en particulier parce que personnellement je ne connais pas les personnes et j'ai pas spécialement eu de retour en direct là-dessus de gens que je connais qui ont essayé, mais on a quand même vu que c'était quelque chose qui se faisait, notamment en Norvège. On voyait régulièrement des petits groupes à côté de nous faire des photos et c'était assez rigolo. Et si jamais vous avez vraiment peur de louper la chance de votre vie et que vous vous dites je n'y vais qu'une fois, j'ai que cette chance-là de faire des belles photos et je suis pas encore assez trop sûre de moi, ça peut être une alternative intéressante, moyennant bien évidemment encore quelques petits billets. Est-ce que Chris, tu as quelque chose à ajouter ou pas? Oui, prenez votre pied avant de faire des photos. C'est vrai, le 11e conseil bonus, faire de belles photos c'est bien, mais en profiter c'est quand même encore mieux. La Laponie c'est vraiment une région, encore une fois on n'est pas objectif, c'est notre pays de cœur, mais c'est vraiment une région exceptionnelle. Vous allez avoir des couleurs trop belles toute l'année, mais aussi toute la journée de toute façon, même avant d'attendre la nuit et les aurores boréales, vous allez en prendre plein les mirettes. Donc on vous conseille vraiment de profiter, de kiffer l'instant. Et si vous avez la chance de voir des aurores boréales, notamment si vous en voyez des puissantes, n'hésitez pas aussi à vous poser 5 minutes, à lâcher votre appareil photo, à souffler un peu et à vous dire waouh, je suis en train de vivre un truc incroyable. J'ai encore un peu d'émotion en y repensant. En petit bonus, je vous inviterai aussi, si vous êtes curieux et curieuse de voir beaucoup plus de backstage d'aurore boréale, à aller vous diriger vers notre autre chaîne YouTube qui s'appelle Les Carnets du Cerf Blanc, où on vous parle bricolage, van life, voyage, et notamment où on vous fait des vlogs sur nos différentes expériences en Laponie en 2023, où on a eu la chance de voir des aurores boréales en Norvège, en Suède, aussi en Finlande. N'hésitez surtout pas à aller voir tout ça en vidéo par là-bas. Plus de batterie, plus de carte mémoire. Il est temps de faire la conclusion de cette vidéo. De toute façon, je crois que j'ai bien assez parlé, je vous ai tout dit. Il me reste plus qu'à vous dire de kiffer si vous avez la chance d'aller en Laponie cette année. Si vous voulez soutenir notre travail, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo, un petit commentaire. Enfin bref, à l'ancienne, tous les youtubeurs le disent tout le temps, mais vous savez, ça booste l'algorithme et ça nous aide beaucoup. Et sur ce, on vous dit aussi une bonne année 2024, parce qu'on n'a pas encore fait nos vœux sur cette chaîne ici. Et puis, à bientôt! Salut! Chris, il m'a fait un décompte, il m'a fait stresser pour rien, regarde, ça se tourne encore. Ça tourne encore.